Vous pouvez l'applaudir, il le mérite. Réapplaudissez quand il mérite, pour moi, ça me fait plaisir. Eh bien, mes amis, nous sommes là. Vous êtes là et nous sommes toujours là. Merci à Henri d'avoir relevé ce défi qui n'était pas facile, d'organiser au plein cœur des vacances cette rencontre qui est pour nous un moment extrêmement important dans cette campagne pour la reconstruction des Républicains. Merci à toi Henri de l'avoir fait, merci à Charles-Ange, merci à Michel, merci évidemment à Éric, j'y reviendrai, merci à Jean, merci à tous les parlementaires des Alpes-Maritimes, parce qu'ils sont ce soir le visage du rassemblement que je veux construire. Tout le monde nous avait prédit que nous serions laminés par les divisions. Ils offrent l'image d'une famille qui est unie et qui a le sens des responsabilités. Merci à eux de leur présence et de cette image qu'ils offrent ce soir. Et vous, surtout mes amis, vous êtes là. Vous êtes là malgré la défaite. Vous êtes là malgré les déceptions. Vous êtes là malgré les trahisons. Vous avez été trahis, mais vous n'avez pas trahi. Et je veux vous remercier. Vous connaissez le lien très intime qui m'unit aux militants de notre famille politique. Vous avez toujours été à mes côtés. Vous avez été à mes côtés pour beaucoup d'entre vous quand je n'étais rien. Vous avez été à mes côtés quand j'ai été attaqué, et vous m'avez toujours soutenu, et je vous dois ce que je suis. Et je n'oublie pas qu'il y a ici, parmi les premiers militants, qui m'ont aidé et qui m'ont porté dans mes premières campagnes. Parce que chaque élu ne devrait jamais oublier qu'il est d'abord le résultat de militants qui se sont engagés pour lui et qui l'ont porté sans rien attendre en retour. Vous qui êtes les militants de notre famille politique, vous en êtes l'âme. Vous êtes restés fidèles à votre engagement et à l'image que vous vous faites de la France. Et c'est aujourd'hui vers vous que je me tourne dans ce moment où nous devons tout rebâtir. Ce soir encore, quand je rentre dans la salle, certains me prennent dans les mains en me disant « Laurent, ne lâche rien ». Eh bien, je veux que ce soit clair pour vous. Je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien parce que je sais trop à quel point vous avez été déçus. Je ne lâcherai rien parce que je vous le dois. Je ne lâcherai rien parce que vous êtes les Républicains. Et je ne lâcherai rien parce qu'être républicain, c'est aimer la France. Je sais bien que les marcheurs, je crois qu'ils s'appellent ainsi, se rêvent en parti unique. Et que Macron ne comprend pas que quelque chose lui résiste. Quelque chose d'irréductible. Quelque chose qui ne se négocie pas. Quelque chose qui ne s'achète pas à coups de poste. Quelque chose qui parle à nos cœurs. Quelque chose qui nous dépasse aussi. Je veux parler d'une certaine idée de la France. Oui, j'ai bien dit la France. Car depuis 1958, c'est pour une certaine idée de la France que le général de Gaulle, André Malraux, Jacques Chirac, Charles Pasqua, Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy ont un jour relevé le drapeau que d'autres avaient laissé à terre. Et si j'utilise ce mot qui nous désigne depuis bientôt 15 siècles, la France, c'est parce que nous avons aujourd'hui un président de la République qui nous explique plus le monde qu'il ne nous parle de la France, qui n'a de cesse de vouloir faire de nous les citoyens connectés d'une utopie mondialisée. Je n'ai rien contre le village global, mais je préfère mon pays. Je préfère ce vieux pays si émouvant au triste village global qui n'est que la vitrine déshumanisée d'un monde sans racines et sans frontières. La France n'est pas à vendre.
La France n'est pas un territoire ouvert à tous les vents financiers et migratoires. La France, c'est d'abord une terre, la nôtre, parce que ceux qui nous ont précédés l'ont travaillé de leurs mains pendant des siècles, et que certains, ce furent souvent les mêmes, se sont fait tuer pour elle. Nos ancêtres ont même fait encore plus que donner leur sueur et leur sang pour notre pays. Ils ont donné à la France la dimension gigantesque d'une idée. Oui, d'une idée. Et cette idée, Éric, elle a pour nom la liberté. Et si nous sommes là, c'est parce que nous partageons tous, chevillés au corps, cette volonté farouche. Nous ne voulons pas que la France change de nature. Nous refusons que notre pays renonce à ce qu'il est. C'est pour cela que nous sommes là et que nous nous battons au sein des Républicains. Et malgré toutes les défaites, j'ai cette conviction qui me porte, que les valeurs de la droite sont les valeurs centrales de la France. J'ai cette conviction que lors de la dernière élection présidentielle, ce ne sont pas nos valeurs qui ont été battues, mais l'instrumentalisation des affaires par quelques cercles qui voulaient tuer notre candidat. Et mes amis, je crois profondément au fond du cœur que la France a besoin de la droite et qu'elle a besoin tout simplement que la droite soit vraiment de droite. Quand je vous dis cela, je sais les doutes, je connais les craintes. Je n'oublie pas que vous avez si souvent espéré et que vous avez été si souvent déçus. Tous les moments où la droite n'a été que de droite dans les paroles. Eh bien, ce soir, je veux que vous compreniez ma détermination. Vous voyez les attaques. Vous voyez aussi que je ne lâche rien, que pas une fois je ne me renie. Vous voyez que je ne cherche pas à acheter la bienveillance des censeurs du débat en France. Vous voyez que je ne recule pas. Ce soir, je ne suis pas venu vous faire un discours comme les autres. Je voudrais que vous compreniez mon chemin. Je voudrais que vous compreniez pourquoi je suis là. Je voudrais que vous compreniez ce qui me porte et ce que je veux que nous fassions ensemble. Et je vous demande d'accueillir Virginie Calmez, que je suis très content d'avoir à mes côtés tout au long de cette campagne et pour la suite de la reconstruction de notre famille. Mon chemin, mes amis, c'est un chemin de libération. Je ne suis pas un héritier de la politique. Et pourtant, c'est une flamme que j'ai toujours sentie en moi. Enfant, j'étais fasciné par ces moments, Henri, dans l'histoire de France, où tout semblait perdu et où l'espoir renaît parce que l'on refuse de se soumettre. Je viens d'une famille où l'on ne faisait pas de politique. Ma mère s'est même d'ailleurs mise à faire de la politique après moi, ce qui est un cas extrêmement rare. Une famille d'entrepreneurs du Nord. Ils ont été ruinés par la crise du textile, découragés par le poids des normes et des charges. Et je me souviens encore de la stupeur quand j'ai annoncé ma volonté d'aller faire de la politique. Ma grand-mère, qui était une femme que j'adorais, une femme chef d'entreprise qui avait beaucoup de caractère, et à son époque c'était rare d'être une femme chef d'entreprise, avait lâché dans un soupir « Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela ?» Même des années plus tard, elle veillait toujours à bien me garder les pieds sur terre. Et comme parfois je faisais un débat à la télévision, elle me disait « Ne crois pas que tu es devenu plus intelligent parce que maintenant tu passes à la télévision. » Elle avait ô combien raison, et j'essaye de me le rappeler à intervalles réguliers. J'adorais ma grand-mère. J'ai fait ce qu'on appelle les grandes écoles de la République. J'en suis fier parce que j'ai travaillé dur pour cela. Mais j'en connais aussi les codes et les limites.
Un moule de pensée où la technocratie prend le pas, Renaud, sur le politique. Où les ministres passent, Jean, et les hauts fonctionnaires restent. Où l'on apprend que les choses sont trop sérieuses pour que les élus décident. Où le multiculturalisme, c'est bien. Parler d'immigration, c'est mal. Être patriote, c'est dépassé. Schengen et l'ouverture des frontières, c'est bien. Et surtout être de droite, c'est très mal. Jeune député, j'ai découvert cette arène de l'Assemblée nationale. Et le jeu médiatique, où pour beaucoup, quand on est à droite, le meilleur compliment qu'un journaliste puisse vous faire, au fond, vous n'êtes pas si à droite que cela. Le piège qui consiste à vouloir plaire. Le piège qui consiste à plutôt vouloir séduire celui qui vous interroge que d'être honnête dans ses réponses. Les petites lâchetés, les petits renoncements. La République des âmes mortes, où l'ambition a remplacé les convictions. Et j'ai surtout découvert autre chose. J'ai découvert le mépris. Le mépris d'une caste pour les Français. Ce mépris incroyable pour le peuple. Pendant des décennies, ce petit groupe, choisi par cooptation, a fait croire à la France qu'il veillait sur elle et qu'elle n'avait qu'à bien voter. Et les Français progressivement se sont réveillés et ont commencé à faire entendre leur voix. Ils ont dit qu'ils en avaient assez, que la France qui travaille ne soit pas récompensée. Ils ont dit qu'ils en avaient assez, que l'immigration excessive menace leur mode de vie. Et ici, vous savez ce que je veux dire par là. Ils ont dit qu'ils étaient, Virginie, pour la liberté d'entreprendre, mais qu'ils voulaient rester protégés par des frontières. Ils ont dit qu'ils possédaient peut-être peu de choses, au regard de ceux qui ont un appartement dans chaque capitale, mais qu'ils y étaient attachés, et qu'ils ne voulaient pas que leur pavillon soit cambriolé, que leur voiture soit forcée, que les filles soient insultées, que les fils soient rackettés, et que les parents ou les grands-parents, en rentrant chez eux, aient peur. Et on leur a expliqué qu'ils avaient tort et que ce n'était qu'un sentiment d'insécurité. Tout cela, le peuple le dit depuis plus de 30 ans, mais il n'est pas entendu. Alors il vote pour les extrêmes. Et les bien-pensants, pour faire taire le peuple, ont brandi l'étendard du populisme pour faire taire la droite. Ce mépris, il m'a pris à la gorge. Et c'est à cause de lui que j'ai décidé de faire de la politique. J'aurais pu faire comme certains, et vous voyez très bien à qui je pense, le choix des cabinets ministériels, en attendant de se faire nommer ministre. La politique en fuyant la confrontation avec le réel. Monter les échelons du pouvoir sans jamais aller à la rencontre des Français. J'ai choisi de faire le contraire. Le choix des racines, le choix du territoire. J'ai décidé non pas d'être nommé, mais d'être élu, chez moi, là où vit ma mère et ma famille, en Haute-Loire, cette terre de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce bout d'Auvergne que j'adore, où l'on connaît le prix de la résistance et où, pendant la guerre, des gens de peu ont sauvé les enfants juifs et pris le chemin des maquis, un endroit où l'on sait ce que sont les valeurs. Et j'ai vu tout ce qui nous fait enrager en silence. Ces artisans qui reçoivent comme première récompense, pour avoir pris un jeune en apprentissage, la visite de l'inspecteur du travail. J'ai connu plus encourageant. J'ai vu ces entrepreneurs qui reçoivent comme premier courrier, avant même d'avoir gagné leur premier euro, la lettre de l'URSSAF qui commence déjà à leur demander de payer des charges. J'ai vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle emploi pour trouver un emploi, et on lui répond « Vous avez 2 ans d'assistance chômage, ne vous oppressez pas, profitez un peu de la vie, parce que cela, c'est la réalité. » J'ai vu surtout reculer l'autorité, la lutte contre la délinquance quotidienne, ces petites dégradations où les voyous sont rentrés plus vite chez eux que les gendarmes qui les ont arrêtés.
Et j'ai vu aussi la perte progressive des repères. J'ai connu par exemple cette ville de Firminy, à côté de Saint-Étienne, qui était un modèle d'intégration, qui pendant des années a intégré des familles qui venaient d'Italie ou d'Espagne et qui travaillaient dans les mines et qui devenaient français, se perdre petit à petit et laisser place à une juxtaposition de communautés où le salafisme a tout simplement remplacé l'adoration de la République française. J'ai vu, et autant dire qu'aux yeux de ceux qui ne voient la France que comme un territoire sans passé, aux yeux de ceux pour lesquels les flux migratoires seraient notre seul avenir démographique, j'étais devenu non seulement un transfuge, mais un homme dangereux. J'avais trahi la voie des élites. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus me taire et d'être libre. Oui, j'ai refusé d'assister en silence à la mise en place du RSA. Parce que j'en ai assez que dans notre pays, avec l'assistanat, celui qui va travailler, qui fait son plein d'essence, qui doit organiser la garde des enfants à domicile, quand il fait l'addition à la fin du mois, il s'aperçoit qu'il ne gagne pas plus en allant travailler qu'en restant chez lui accumuler les prestations sociales. Et je maintiens, mes amis, qu'il faut évidemment demander des heures de travail d'intérêt général en contrepartie du RSA, parce que quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Oui, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur le déclin des classes moyennes, ceux qui sont encore sacrifiés dans le budget du gouvernement, parce que j'en ai assez que dans notre pays, on donne tout à ceux qui ne font rien et qu'on donne rien à ceux qui font tout et respectent les règles de la République. Oui, au moment des européennes, Jean, j'ai rappelé ma foi dans l'Europe, mais une Europe puissance, une Europe qui défend ses frontières, une Europe qui porte de grands projets pour notre avenir, une Europe qui travaille pour l'intégration de nos universités et de la recherche. Pas une Europe passoire. Pas une Europe qui assiste passive à des vagues migratoires au-delà de la raison. Au-delà de la raison. Qu'un président de la République, sur une grande chaîne de télévision, pour faire preuve de sa soi-disant fermeté, en soit réduit à dire « si un étranger en situation irrégulière est en France et qu'il commet un crime, il sera reconduit à la frontière », mais c'est dire à quel point nous en sommes tombés. Moi, je dis les choses clairement, un étranger en situation irrégulière, c'est un clandestin, et un clandestin, ça ne reste pas en Europe. Oui, face au terrorisme. Et je veux ici rendre hommage à Éric. Je veux rendre hommage devant vous à Éric, à sa détermination constante sur ces sujets de sécurité. Je sais le courage qu'il y faut. Je sais l'adversité du politiquement correct qu'il faut combattre. Éric n'a jamais rien lâché sur ce sujet. Et c'est avec des caractères comme cela que je veux reconstruire la famille des Républicains. Avec Éric, nous avons plaidé pour qu'enfin des vraies mesures soient prises. Ce gouvernement a décidé de baisser le niveau de protection des Français. Dans les Alpes-Maritimes, à Marseille, personne ne peut oublier les attentats. Nous réclamons que de vraies mesures soient prises. Nous réclamons qu'on ne laisse plus les fichiers S dans la nature en attendant qu'ils passent à l'acte. Nous réclamons que les réseaux salafistes qui prospèrent leurs messages de haine sur le territoire français soient immédiatement fermés
et nous réclamons que quand un djihadiste parte en Syrie, ce soit un aller sans retour. Ils ne doivent plus remettre un pied sur le sol français. Eh bien, mes amis, on n'a pas le droit de dire cela. On n'a pas le droit, en France, de dire cela. J'ai toujours constaté, avec étonnement, la violence de certains commentateurs et de l'autre, le soutien des Français, qui ne m'a jamais manqué et qui, eux, en ont assez de la politique mièvre. J'ai toujours eu, à chaque élection, la confiance de mes compatriotes, comme député, dans ma ville du Puy-en-Velay, que j'ai repris à la gauche, dans ma région d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait partie de nos dernières victoires, tout simplement parce que j'ai toujours constaté que les valeurs que nous portons sont les valeurs auxquelles adhère une majorité de Français. Alors oui, mes amis, je viens ici avec mon caractère, et il est entier. J'ai toujours cru qu'en politique, il valait mieux, Michel, secouer la poussière. J'ai toujours cru qu'il ne fallait pas chercher à dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre. J'ai toujours constaté que la sincérité payait et que les Français préféraient se dire « on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais au moins on sait ce qu'ils pensent ». Je déteste l'eau tiède. Je n'aime pas faire semblant. Je suis fait d'un bloc. Cela m'a parfois coûté, mais c'est aussi la meilleure garantie que je ne vous trahirai pas et que je ne vous décevrai pas. La politique que j'aime, ce n'est pas celle des techniciens aux petits pieds, c'est celle qui a du souffle, c'est celle que l'on menait dans les années 90, c'est celle qu'a portée Nicolas Sarkozy, c'est celle qui avait de l'aspérité et du caractère, c'est celle qui était la politique des charges sabre au clair, où l'on part à l'assaut des citadelles imprenables et où l'on renverse tout parce que l'on ne savait pas que c'était impossible. C'est à cette politique que je vous invite. L'autre n'a pas d'intérêt. Et c'est avec tout cela que je viens devant vous, pour vous demander de m'accompagner et de m'aider à reconstruire. Reconstruire, car c'est bien cela notre mission. Nous avons un pays extraordinaire. Nous avons un pays qui regorge de talents. Nous avons un pays qui a des entrepreneurs, des commerçants, des artisans admirables par leur courage. Nous avons un pays au talent sans égal. Un pays où la douceur de vivre est comparable à nul autre. Et ici, face à la lumière de la Méditerranée, vous le savez presque aussi bien que moi en Auvergne. Mais ce pays, notre pays, que de mal lui avons-nous fait depuis 30 ans? Nous avons avec acharnement déconstruit tous ces repères. Notre pays, avec la figure de l'ingénieur, de l'ouvrier, de l'agriculteur, croyait au travail. On a installé l'assistanat et la société de loisirs au lieu d'encourager l'initiative et l'entrepreneuriat, Virginie. Notre pays croyait à l'autorité républicaine, incarnée par Gambetta, Ferry et Clémenceau, et nous avons cassé le respect, ce jour funeste où nous avons déclaré qu'il était interdit d'interdire, oubliant par cela la merveilleuse phrase de Péguy, « L'ordre et l'ordre seul fait la liberté ». Notre pays prenait soin de chaque commune avec son manteau d'école communale. Et nous avons abandonné la ruralité. Et nous avons laissé s'installer les territoires perdus de la République. Un pays qui défendait la laïcité et qui est aujourd'hui gangréné par le communautarisme. Nous sommes un des seuls pays au monde à avoir fait cela. L'Allemagne croit depuis 50 ans à l'industrie, à l'apprentissage, au fédéralisme, aux classes moyennes, et elle y est restée fidèle. Les États-Unis croient au self-made man, au melting pot,
au drapeau américain et ils y sont restés fidèles. La Chine a toujours été portée par cette vision de l'Empire monde et elle y est restée fidèle. Seuls nous avons détruit avec un tel acharnement toutes les fondations qui faisaient la solidité et la permanence de notre pays. Et la gauche y a porté son lourd tribut. Et nous n'avons pas toujours eu le courage de secouer cette bien-pensée de la gauche, parce que le problème de la droite en France, ça n'est pas de trop en dire, c'est de ne pas en faire assez quand nous sommes aux responsabilités. Mais je crois profondément qu'il y a un autre chemin. Et qui le dit? Qui a la force de le dire? Qui aura le courage de le porter? Une chape de plomb s'est abattue depuis des années sur notre pays. Oui, on a laissé la gauche définir les critères de respectabilité, édicter des interdits idéologiques et condamner une partie de la France au silence. Et pire que ça, nous les avons intériorisés et nous avons démissionné. On a érigé toute une série de sujets en tabou dont il n'est plus permis de débattre, sans être immédiatement qualifiés de sulfureux. La nation, l'immigration massive, l'identité, la transmission des valeurs, la lutte contre l'islamisme, autant de thèmes interdits que petit à petit la droite a désertés. Mais de quoi a-t-on encore le droit de débattre? De la bonne gestion des comptes publics? De savoir si le déficit doit être à 2,9 ou à 3,1%? La politique à laquelle je crois, c'est autre chose. La politique à laquelle je crois, c'est une politique qui porte une certaine idée de la France et de la nation. Et regardez, mes amis, la façon dont tout est fait pour nous intimider. Au moment des attentats, quand meurtre après meurtre, nous avons des familles endeuillées qui ont perdu dans leur chair des êtres qui ne demandaient qu'à jouir de la vie avec le sourire. À quoi assiste-t-on? On éteint la tour Eiffel. On allume des petites bougies. Et on brandit surtout ce mot totémique, pas d'amalgame, pour éviter à tout prix de mettre un mot sur les réalités. La réalité, c'est que ces attentats ne viennent pas de nulle part. La réalité, c'est que ces attentats sont le fruit de l'islamisme. La réalité, c'est que ces attentats ne sont pas perpétués par toutes les religions, mais par une religion que les intégristes ont dénaturée. La réalité, c'est que c'est cela qu'il faut combattre. La réalité, c'est qu'il faut arrêter que les musulmans modérés soient étouffés par la voix des intégristes. La réalité, c'est que je suis indigné quand j'entends Renaud, après l'attentat de Marseille, dire « Pourquoi ne l'a-t-on pas gardé en prison ?» Mais la question que moi je pose, c'est pourquoi garde-t-on en France quelqu'un qui n'a pas ses papiers, quelqu'un qui usurpe son identité et quelqu'un qui commet autant de vols? Ça, c'est la question que se posent les Français. Regardez la façon dont on s'interdit de débattre des thèmes économiques. Moi, je défends l'entreprise. Je défends le libéralisme. Je crois à l'entrepreneuriat. Mais j'ai du mal à comprendre qu'on laisse rentrer en Europe les produits chinois sans le moindre contrôle. Et que par contre, quand nous voulons vendre nos propres produits en Chine, ils sont très habiles pour fermer leurs frontières, pour exiger que l'on produise chez eux, qu'on leur donne nos secrets industriels, pour qu'ils puissent à leur tour produire et nous vendre ce que nous avions nous-mêmes inventé. Combien de temps faut-il pour que nous ouvrions les yeux? Je refuse de renoncer au patriotisme industriel, parce que quand je vois un Rafale, quand je vois des pneus Michelin, je vois aussi le drapeau de la France et je suis fier. Et mes amis, je ne peux pas accepter
que, comme l'a fait Emmanuel Macron, il ait bradé à la va-vite un fleuron industriel comme Alstom. Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom. Emmanuel Macron l'a offert aux Allemands sans même rien exiger en contrepartie. Regardez enfin, s'agissant du communautarisme, comme on refuse de regarder la réalité en face. Regardez comme tout est fait pour que cette réalité de la vie quotidienne ne remonte pas, qu'elle soit étouffée le plus vite possible. Un proviseur de Marseille a décrit dans un livre avec une précision redoutable ces petites démissions du quotidien de l'éducation nationale. Cette professeure qui vient le voir en lui disant que des élèves l'ont empêché de parler quand elle a évoqué l'égalité de l'homme et de la femme. Ces élèves auxquels un surveillant faisait passer sous le manteau, pendant les cours de récréation, des ouvrages de propagande islamiste. Un surveillant dont le proviseur a ensuite découvert qu'il était fiché S, qu'il a signalé à la préfecture, et la seule réponse qu'on lui a donnée, on ne peut rien faire, pour l'instant, il faut le laisser dans l'enceinte du lycée. Et enfin, cet aveu terrible qui résume tant de choses. Quand ce hussard noir de la République a une famille juive qui vient le voir pour demander à être accueilli dans ce lycée public et qu'il est obligé de leur dire « Je ne peux pas accueillir votre enfant parce que je ne pourrai pas assurer sa sécurité sous le ciel de la République française parce que je ne pourrai pas assurer la sécurité d'un enfant juif dans un lycée de Marseille. » Voilà ce qu'est le témoignage accablant de ce proviseur qui résume tant de choses. Eh bien, mes amis, est-ce que vous en avez entendu parler? À peine. L'omerta est tout de suite tombée sur cet ouvrage et ce témoignage. Je demande que nous arrêtions ces lâchetés. Je demande que nous ne cédions plus le moindre pouce de terrain face à l'intégrisme. Je demande que nous ne laissions plus les pays étrangers financer leurs réseaux sur notre territoire. Quand, dans ma région, j'ai été sollicité pour financer un institut culturel qui était en réalité payé par l'Arabie Saoudite, j'ai refusé parce que je ne veux plus que ces pays étrangers étendent leur influence sur le sol français. Pourquoi je vous parle de cette chape de plomb? Parce que ma conviction, c'est qu'Emmanuel Macron ne porte pas cela, Éric, et qu'il ne l'entend pas. Oui, il peut faire, bien sûr, des réformes techniques, et ce n'est pas un problème pour nous, de Michel, que de soutenir des lois qui correspondent à ce qu'est notre vision de la France quand il y en aura. On peut même espérer qu'il fasse mieux que son prédécesseur, ce qui ne me semble pas une tâche insurmontable, même pour l'ancien collaborateur de François Hollande. Mais au fond de lui, il n'est pas habité par une vision qui permettra de remettre la France la tête à l'endroit. Lui qui ne parle jamais de la nation française, mais qui parle de la Start-up Nation ou de la nation européenne. Lui qui explique qu'il n'y a pas de culture française, comme il l'a fait à Lyon, capitale des Gaules. Lui qui, à Marseille, a fait l'éloge des communautés, là où Renaud, tu te bats pour l'intégration républicaine. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une juxtaposition de communautés. La France est un destin commun où il faut apprendre à dire nous, au lieu d'opposer ces petites différences et ces petites particularités. Lui qui s'apprête à commémorer mai 68, mais qui oublie les grandes dates de l'histoire de France. Lui qui a humilié l'armée française sans comprendre ce qu'elle incarnait pour les Français. Lui qui ne dénonce jamais l'islamisme. Lui qui parle avec mépris des Français qui ne sont rien. La vérité, c'est que je ne sens pas chez lui cet amour de la France. Je ne sens pas chez lui cette empathie quand il va vers les autres. Je ne sens pas chez lui ce lien qu'avait Jacques Chirac. Mon cher Renaud, toi qui es fait de la même veine. Je ne sens pas chez lui
cette générosité que portait Nicolas Sarkozy, cette relation charnelle avec la France. Non, mes amis, je ne vois pas en lui le projet qui remettra notre pays debout. Je ne crois pas qu'il remettra la France la tête à l'endroit, parce qu'au fond, pour lui, la France doit juste monter dans le train de la mondialisation sans réfléchir. Et de la mondialisation, il prend tout. Si on doit vendre nos fleurons industriels, tant pis. S'il faut accueillir sans cesse plus d'immigrés, c'est ainsi. S'il faut adopter le multiculturalisme, tant mieux. Si on sourit à tous ceux qui réussissent et qu'on laisse à quai les autres, ce n'est pas grave. Oui, Macron est prêt à ce que la France se renie pour réussir. Nous pensons que pour réussir, la France doit se retrouver, la France doit retrouver ses valeurs. Car je crois cela. On peut retrouver nos racines et en même temps se tourner vers la modernité. On peut construire la renaissance de notre pays, mais sur des fondations solides. C'est ce que Pompidou avait si bien compris, lui qui était à la fois l'homme du Cantal et du centre Beaubourg, car c'est cela, la France. Et ne vous y trompez pas, c'est ce qu'attend la majorité silencieuse en France. Je pense que les Français voient notre pays se détricoter sous leurs yeux. Je pense qu'ils en sont malheureux, qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous tournons à ce point-là le dos au bon sens. Je pense qu'une majorité de Français attend tout simplement que nous inversions le cours des choses. Ils attendent que nous ayons le courage. Eh bien, mes amis, la droite de retour, c'est celle qui aura le courage de porter l'attente de cette majorité silencieuse de Français qui n'aspire qu'à une chose, que nous ayons le courage de nos convictions, que nous ne reculions plus, que nous disions à voix haute ce que trop de Français sont condamnés à dire tout bas. Défendre la majorité silencieuse en France, c'est faire en sorte que personne ne nous dicte plus ce que nous avons le droit de penser et ce que nous n'avons pas le droit de dire. La droite de retour, c'est celle qui donnera sa voix à la majorité silencieuse de la France. La majorité silencieuse, c'est celle qui en a assez que l'on détruise l'école. C'est celle qui aspire juste à ce que nos enfants puissent apprendre à lire, écrire et compter et qu'ils ne soient pas les cobayes des expérimentations du pédagogisme. C'est celle qui croit qu'un enfant n'apprend pas seul, mais qu'il y faut l'autorité du maître. C'est celle qui attend que l'on puisse miser sur les meilleures technologies pour nos enfants, mais au service de la transmission. C'est celle qui croit encore qu'il est bon qu'on ait lu et qu'on ait aimé Victor Hugo. C'est celle qui sait, comme le disait si bien la philosophe Simone Veil, qu'il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer, et ce que c'est quelque chose, c'est la France. La majorité silencieuse, c'est celle qui ne comprend pas que quand ses enfants se donnent du mal, qu'ils sont méritants, qu'ils ont le sens de l'effort et qu'ils sollicitent l'aide de la République, on leur répond systématiquement « Désolé, vous êtes au-dessus des seuils ». Parce qu'en France, quand vous avez 2 parents qui travaillent, vous êtes au-dessus des seuils. Ces maudits seuils qui laissent systématiquement de côté les classes moyennes. Une des premières règles que j'ai fait adopter dans ma région, c'est la mise en place d'une bourse au mérite pour tous les enfants des classes moyennes, parce que je veux qu'on les mette en avant au lieu de niveler par le bas. La majorité silencieuse, c'est celle qui ne défile pas dans la rue. Ce sont ceux qui travaillent. Ce sont ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui respectent les règles de la République, qui payent leurs impôts et qu'ils n'ont jamais droit à rien. J'espère que vous avez prêté attention à ce débat surréaliste que le gouvernement s'apprête à ouvrir sur les allocations familiales.
dont ils veulent exclure les classes moyennes. Je n'accepterai jamais que l'on vienne contester les droits sociaux de familles françaises quand l'on offre dans le même temps l'accès à notre sécurité sociale à des étrangers qui n'ont même jamais cotisé en France par le fruit de leur travail. La majorité silencieuse, Jean, toi qui as toujours porté cela, en te battant comme aucun autre sur les sujets de la fin de vie. C'est une majorité silencieuse qui est attachée à notre système d'assurance maladie. Elle sait que la grandeur d'un pays comme la France est de pouvoir offrir l'accès à l'assurance santé, que l'on soit riche ou que l'on soit plus pauvre ou plus modeste. Mais cette majorité silencieuse, elle constate aussi que l'on rogne cette solidarité petit à petit, à coup de reste à charge et de rabots ou de déremboursements. Et dans le même temps, elle constate qu'on ferme les yeux sur tous les abus, où là, par contre, rien n'est fait. La fraude à la carte vitale, l'utilisation abusive de la CMU, la fraude aux arrêts maladie, les familles qui viennent se faire soigner gratuitement en France. Je le dis, si l'on veut sauver notre système d'assurance maladie, qui est le fruit de la solidarité collective, il faut mettre fin une bonne fois pour toutes aux abus. L'assurance santé, ça ne peut pas être sans cesse plus de charges pour les mêmes et toujours plus de gratuité pour les autres. Ça n'est pas juste. Mais ces familles silencieuses en France, ce sont aussi les familles qui sont marquées par le handicap. Notre famille politique l'a toujours porté. Ce sont des sujets sur lesquels, pour des raisons personnelles, je suis extrêmement sensible. N'oubliez jamais que Jacques Chirac l'avait défendu et ô combien dans sa chair. N'oubliez jamais que Nicolas Sarkozy, dans les toutes premières lois qu'il a fait adopter, a fait voter une loi sur le handicap. Et que toutes les grandes lois sur le handicap ont toujours été portées par notre famille politique. Il y a un grand tabou en ce moment dans notre pays. C'est celui de ces familles qui ont un enfant handicapé et dont les parents grandissent en âge et sont rongés par l'inquiétude, en se disant « Qui s'occupera de mon enfant quand je n'aurai plus le courage, que je ne pourrai plus et que je ne serai plus là ?» Ce sujet, personne n'en parle. Il n'a pas été évoqué pendant la campagne présidentielle. Il n'a pas été abordé. Il est passé sous silence, alors que c'est une réalité grandissante à laquelle nous allons avoir à faire face. Je vous demande de vous en occuper. Je vous demande, vous qui êtes les bénévoles des Républicains, dans votre engagement, de toujours être les relais de ces familles qui s'engagent sur le handicap. Et n'oubliez jamais que quand on s'occupe du handicap, ce n'est pas nous qui aidons les personnes handicapées, ce sont elles qui nous font grandir. La majorité silencieuse, ce sont les retraités, ceux qu'Emmanuel Macron considère comme les privilégiés de la République. Mais Monsieur Macron, les retraités n'ont pas volé leur retraite. Elles sont le fruit de leur travail. C'est une génération qui a travaillé dur, qui a souvent beaucoup plus travaillé que l'on ne travaille aujourd'hui. Cette retraite est le fruit d'une vie d'effort. Et je n'accepte pas qu'on m'explique que quand on est retraité, on est aujourd'hui privilégié. Quand on a une retraite de 1 300 € et qu'il faut payer une maison de retraite qui est sans cesse plus chère, non, Monsieur Macron, on n'est pas riche. Et la seule réforme des retraites en France que nous attendons, ça n'est pas l'augmentation de la CSG, mais c'est le fait qu'on mette à égalité une bonne fois pour toutes les retraites du public et du privé. Ça, c'est ce que nous attendons. La majorité silencieuse, c'est cette France de propriétaires qui est aujourd'hui méprisée.
Comment comprendre le discours du président de la République? Il semblerait que quand on a des produits financiers, c'est vertueux. Et qu'en revanche, quand en ayant travaillé toute sa vie, on a acheté son patrimoine immobilier, le lieu où l'on vit, ce soit mal. Mais l'immobilier, c'est la stabilité de la France. L'immobilier, cela permet à des centaines de milliers de travailleurs dans le secteur du BTP de trouver un emploi et de pouvoir travailler grâce aux fruits de ceux qui achètent leur appartement ou leur maison. L'immobilier, ça n'est pas un crime, ça n'est pas une insulte, et je ne vois pas au nom de quoi le patrimoine immobilier, lui, devrait être puni. Toutes les mesures fiscales qui sont prises en ce moment sont contre les propriétaires. Eh bien, notre famille des Républicains, elle, doit assumer de dire que nous nous battons pour une France de propriétaires, une France qui veut tout simplement pouvoir transmettre son patrimoine à ses enfants sans avoir à nouveau à payer des droits de succession exorbitants. La majorité silencieuse, c'est celle qui en a assez de voir nos policiers et nos gendarmes défier. Ne vous trompez pas aujourd'hui. En France, la peur a changé de camp. Ceux qui ont peur aujourd'hui, ce ne sont pas les délinquants qui tirent sur les policiers ou les gendarmes. Ce sont les policiers ou les gendarmes qui ont peur de se défendre. Parce qu'ils savent que quand ils tirent leur arme à feu, c'est eux qui potentiellement seront ensuite traînés devant la justice et devront se justifier. C'est cela aujourd'hui, la réalité de ce qu'est l'ordre régalien dans notre pays. N'oubliez jamais, Éric, toi tu l'as dénoncé avec constance, Guillaume, toi aussi, qu'en France, la politique pénale ne dépend plus des délits qu'il faut sanctionner. Elle dépend du nombre de places en prison qui sont encore libres ou disponibles. Mais dans quelle folie a-t-on sombré? Avant de condamner un délinquant, on se demande est-ce qu'il y a une place en prison? S'il y a une place en prison, coup de chance, on peut l'envoyer en prison. S'il n'y a pas de place en prison, désolé, il n'exécutera jamais sa peine. Eh bien, au moment où Emmanuel Macron nous reparle de la police de proximité, au moment où il veut retransformer les policiers et les gendarmes en animateurs de quartier, il est bon de rappeler cette évidence. Un délinquant n'est pas une victime de l'oppression sociale, c'est un délinquant. Et quand il commet un délit, sa place, c'est en prison. La majorité silencieuse, enfin, mes amis, c'est celle qui ne supporte plus de voir l'identité de la France remise en cause. Ici, vous le savez mieux qu'ailleurs, la France a su intégrer des générations de familles qui venaient de l'étranger. Et dans ce territoire qui a toujours fait le lien entre la France et l'Italie, vous le savez, et je suis sûr qu'ici, bien des visages pourraient en témoigner. Mais c'était une époque où, quand on venait en France, on tenait ce discours admirable qui résumait à lui seul cette formidable promesse d'universalité de la République française. Mon fils, ma fille, tu viens dans un territoire qui nous donne notre chance. Tu viens dans un territoire où nous venons pour travailler. Et à partir de ce moment, notre pays, c'est le pays où nous vivons. Et tu dois devenir plus français que les Français. C'était cela, le discours de la France. Et c'est cela qui a permis, pendant des années et des années, de réussir l'intégration républicaine. Et c'est à cela que nous avons petit à petit tourné le dos. Et nous en portons une lourde responsabilité. Nous avons tourné le dos parce que petit à petit, ceux qui viennent chez nous ne viennent plus en ayant le souci de s'adapter. Ils ne disent plus à la France, oui, bien sûr, nous allons faire nôtres les mœurs et les habitudes de vie de la France. Non. Maintenant, ils viennent en disant à la France, c'est à la France de s'adapter à nous. Je refuse cela. Ça n'est pas à la France de s'adapter à l'étranger, c'est à l'étranger de s'adapter à la France.
Nous sommes la France. Et je ne peux pas accepter qu'un docteur dans un hôpital se voit contester la possibilité d'intervenir sur une femme parce que son mari qui est à côté de lui conteste au nom de je ne sais quel précepte d'une religion dont il défend l'intégrisme. Nous sommes la France. Je ne peux pas accepter qu'un professeur d'histoire ne puisse plus enseigner l'histoire de la Shoah ou l'histoire du Moyen-Âge parce qu'il aura quelques caïds dans sa salle qui vont lui expliquer que ça n'est pas compatible avec leur religion. Nous sommes la France. Je n'accepte pas que petit à petit nos services publics soient rognés par les signes du communautarisme et de l'intégrisme. Et comment comprendre qu'alors que l'on démissionne en silence face au communautarisme, on nous explique que la principale menace sur la laïcité, ce sont ces quelques crèches, signes de nos traditions, que l'on met dans nos mairies. Croyez-moi, avant de me faire renoncer, il faudra plus d'une décision de justice. Je tiens à ce qu'on réaffirme les traditions, qui sont les traditions de la France. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que petit à petit, par nos lâchetés et par nos petites compromissions, nous avons cessé de transmettre la fierté de notre histoire. Nous avons cru qu'il fallait déconstruire notre histoire pour accommoder la diversité. Nous avons cru qu'il fallait arrêter de parler de la France pour faire la place à ceux qui venaient de l'étranger. Et on a appris à nos enfants que depuis les croisades jusqu'à la collaboration, en passant par la colonisation, le pays dont ils seront un jour les héritiers ne serait qu'une nation coupable. Michel, tu as toujours combattu cette passion sordide pour la culture de la repentance. Et je n'oublie pas ici qu'Emmanuel Macron est allé en Algérie humilier notre pays en expliquant que nous n'aurions commis que des crimes contre l'humanité. Non, monsieur Macron, la France c'est autre chose. La France est une belle histoire. La France est une grande culture. Et je veux que l'on transmette à nouveau cette fierté à nos enfants au lieu de nous excuser sans cesse de l'histoire de notre pays. Parce que la France, c'est Stendhal et Molière. La France, c'est Jaurès et De Gaulle. C'est Delacroix et Matisse. C'est Versailles et la beauté de la Côte d'Azur. C'est le Tour de France et le musée du Louvre. Ce sont les tirailleurs sénégalais et les maçons italiens. C'est la laïcité dans nos mairies et les clochers dans nos villages. La France, c'est tout à la fois les racines chrétiennes et l'héritage des Lumières et de la Révolution. Dans ce qu'est l'histoire de France, je prends tout. Parce qu'un pays qui, parce qu'il sait qu'il a écrit de grandes pages d'histoire, est un pays qui pourra en écrire d'autres. Parce que chez nous, le passé n'est pas une nostalgie, mais une promesse d'avenir. Il faut à nouveau apprendre à faire aimer la France, notre cher pays qui en a si besoin dans ces périodes difficiles. Alors oui, notre famille, quand tout était abattu, quand tout espoir semblait perdu, et toujours allait puiser au fond d'elle-même l'énergie de la Renaissance, la force d'aller chercher les victoires du lendemain. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2004, c'est ce qu'a fait Jacques Chirac en 1981, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1947. Eh bien, je veux vous ramener vers la victoire. Je veux vous rendre cette fierté. Je veux que l'on puisse à nouveau écrire, après toutes ces humiliations, une nouvelle page d'histoire. C'est à cela que je vous invite. C'est ici que tout commence. La France n'a pas à se renier pour réussir. La France doit se retrouver pour réussir. Il y a une majorité silencieuse qui attend que nous nous levions. Il y a une majorité silencieuse qui attend que nous libérions enfin la parole de la France. Elle attend que nous ayons le courage de dire, elle attend que nous ayons le courage de faire, elle attend que nous fassions à nouveau rayonner le patriotisme dans notre pays. Vive la France et vive les Républicains!
Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés